Bonjour Alexandra, Bonjour Diana. je suis ravie de te voir. Tu es le cofondateur de l'agence de recrutement Atsal. Est-ce que tu pourrais nous parler un peu de ton agence? Oui, rapidement, Atsal est une agence donc de conseil en ressources humaines et recrutement. Alors, qu'est-ce que ça veut dire? Principalement, nous faisons donc du recrutement. En fait, on aide les entreprises principalement étrangères et donc principalement françaises à s'implanter sur le marché russe et à se développer. Donc, on recrute pour ces entreprises, en fait, nos clients, principalement des Russes qui parlent anglais ou français, mais aussi des étrangers, lorsque les clients nous demandent pour certains postes des profils étrangers. Et comme ça, tu es un des meilleurs placés pour parler du travail en Russie pour des étrangers, des Français notamment. Eh ben, on va essayer répondre aux questions s'il y en a et de donner une bonne image de ce qui se passe actuellement sur le marché. Exactement, ouais. C'est très bien, on va procéder comme ça. Il y a quelques jours, j'ai fait une session de questions sur mon Instagram et mes abonnés ont posé des questions, ce qui les intéresse par rapport au marché de travail, au travail en Russie. Et on va commencer par ces questions. La première question, quelle est la durée du temps de travail hebdomadaire? Alors en Russie, la durée de temps hebdomadaire de travail, c'est 40 heures par semaine en fait. Et est-ce qu'il y a souvent qu'il y a des heures supplémentaires? Oui, même si le droit du travail russe est assez réglementé, de facto, pour des raisons assez complexes et nombreuses, en fait, les employés russes sont parmi les employés qui passent le plus de temps au monde au travail. Donc concrètement, en Russie, on travaille beaucoup, on passe beaucoup d'heures au travail. Il y a souvent des heures supplémentaires. Il y a des réglementations concernant le paiement des heures supplémentaires, mais c'est pas toujours respecté. D'accord, merci beaucoup. La question suivante. Y a-t-il un salaire minimum en Russie? Oui, il y a un salaire minimum en Russie qui s'appelle le MROT, mais il est très bas. Aujourd'hui, le salaire minimum, ça doit être à peu près 13 000 roubles, donc ça fait 150 euros. À Moscou, c'est un peu plus. Mais voilà, c'est un salaire très très bas, c'est une sorte de micro-SMIC micro-SMIC pour parler au français. Voilà, et donc il y a peu de gens dans les grandes villes qui touchent ces salaires-là, mais bon, c'est fixé à ce niveau-là. C'est le minimum en fait de paiement du travail d'un employé. Et on peut préciser c'est que c'est pas comme un SMIC parce qu'on peut pas vivre avec ça. Voilà, on peut pas vivre avec ça, et globalement les salaires sont plus élevés bien sûr, mais voilà, c'est fixé comme ça. Alors, évidemment, c'est pas envisagé pour avoir un salaire. Le seul intérêt par rapport au SMIC, le fait que ce soit très bas, c'est que ça permet en fait aux employeurs de maintenir des tout petits emplois avec des petits salaires. Alors à plus de 150 euros par mois bien sûr, mais bon, disons que ça permet encore d'avoir des petits salaires, par exemple des pompistes ou des postes comme ça qui sont en train de disparaître en Europe parce que ben, c'est des postes qui sont trop chers et qui sont lorsqu'ils doivent être payés. Mais en Russie, le fait qu'il n'y ait pas en fait de SMIC et qu'il n'y ait pas ce salaire minimal trop élevé, en fait, comme en France, ça permet de maintenir tout un tas de tout petits boulots et de tout petits jobs en fait. Donc c'est le seul avantage, mais évidemment on vit pas en Russie avec 13 000 roubles, c'est compliqué. Ouais. Et ça permet aussi d'améliorer les statistiques. Quand il y a des statistiques qu'il y a, je sais pas, autant de pourcents de population qui gagne un salaire minimum. Et oui, en plus, voilà, ça permet d'être sûr que tout le monde touche un peu. Mais globalement, voilà, il y a, pour les statistiques de paiement en Russie, c'est compliqué puisqu'il y a énormément de travail au black encore et de travail non officiel. Donc, c'est assez dur d'avoir une image claire de ce qui se passe. Mais bon, voilà, c'est le salaire minimal tel qu'il est prévu par le droit du travail russe, en fait. D'accord, merci beaucoup. La question suivante. Si on est étranger et qu'on veut travailler là-bas en Russie, as-tu des conseils pour aider? Alors oui, beaucoup. D'ailleurs, à Tsal, nous faisons un module dédié au travail des étrangers en Russie qui s'appelle le Career Consulting et sur notre site, les gens peuvent le consulter et on accompagne depuis 2015 des étrangers qu'on installe en Russie. Donc, il y a beaucoup de choses à faire pour travailler en Russie. D'abord, de venir en Russie une première fois, voir comment c'est. Ensuite, d'aborder une recherche d'emploi de façon un petit peu méthodique, de savoir ce qu'on cherche comme travail et de voir si c'est réalisable. Ensuite, de savoir si on est capable de vivre en Russie avec un salaire X, Y, Z qui peut-être n'est pas très élevé. C'est pas facile quand on est étranger. Ensuite, il y a toute la partie administrative concernant les permis de travail, les permis de séjour de résidence, donc la façon de pouvoir s'installer en Russie légalement et de pouvoir travailler officiellement. Donc là, il y a quelques subtilités et le cadre légal doit être connu. Donc oui, des conseils, il y en a beaucoup. La première chose, c'est d'apprendre le russe. D'accord. Ensuite, la question. Y a-t-il des sites dédiés à l'embauche d'étrangers? Non. Pour les jeunes, il y a un site propre à ce qu'on appelle les VIE. Donc, mais pour la recherche d'emploi, non. Il y a des sites, ce qu'on appelle les job boards, qui sont des sites d'offres d'emploi.
donc comme hh.ru, superjob.ru, carriériste, rabota, zaplata.ru, etc. Donc il y a plusieurs job boards. Le principal, c'est hh.ru, Headhunter, mais ils ne sont pas dédiés du tout aux étrangers. Et il faut bien comprendre, quand on est français et qu'on pose cette question, c'est qu'il y a déjà beaucoup d'étrangers qui travaillent en Russie. Donc, il y a beaucoup de gens de pays voisins de la Russie, Biélorussie, Ukraine, Asie centrale, Caucase, etc. Donc, il y a déjà énormément d'étrangers et la Russie, en fait, classifie les types d'étrangers dans le cadre de l'embauche par des différences qui sont en fait selon les zones. Par exemple, les gens qui viennent de Biélorussie peuvent travailler comme des Russes, il n'y a aucune obligation formelle pour l'employeur. Si c'est des gens de l'Union douanière, donc les pays de l'Union douanière comme le Kazakhstan, la Biélorussie, le Kyrgyzstan, l'Arménie, ils peuvent travailler sans permis de travail. Si c'est des gens qui sont de l'ancienne CEI, de la CEI en fait, ils peuvent travailler avec un système de patent qui est quasiment automatique. Par exemple l'Ukraine, la Moldavie, etc. Et puis si c'est des gens de ce qu'on appelle l'étranger lointain, donc l'Asie, l'Occident, l'Europe, l'Afrique, etc. À ce moment-là, il n'y a pas de régime spéciaux. Il y a par contre l'obligation d'avoir ce qu'on appelle des permis de travail, donc soit des permis de travail simples d'1 an, soit des permis de travail de 3 ans pour les étrangers hautement qualifiés. Et le site d'Atsal, par exemple, s'il y a un profil rare qualifié qui cherche un travail, est-ce qu'elle pourrait envoyer un CV? Tout à fait. Sur notre site, on peut donc postuler à des offres d'emploi qui sont les offres d'emploi qu'on a régulièrement ouvertes. Et puis, on peut de toute façon aussi, de façon spontanée, en fait, nous envoyer exactement un CV et nous demander de l'aide pour trouver un travail en Russie. Je me souviens, il y a plusieurs années, quand je cherchais un travail à Moscou, il y a par exemple le site de l'ambassade de France, de la Chambre de commerce et d'industrie qui poste souvent des emplois et qui recherche des Français. Oui, l'ambassade, effectivement, a des fois des demandes de postes. Alors, ça peut être des Français ou des Russes, d'ailleurs. Et puis, la Chambre de commerce régulièrement poste quelques offres lorsqu'ils ont des postes en interne, par exemple dans le marketing, dans la gestion des comptes clients, ou alors parfois ils repostent des offres de leurs clients qui sont les sociétés membres en fait de la Chambre et elles cherchent des gens. Donc effectivement, il faut aussi regarder sur ces sites-là et voir un petit peu ce qui sort. On peut toujours tomber sur une offre disponible et pourquoi pas avoir la chance de faire l'affaire pour cette offre et de pouvoir être embauché. Mais comme toi, tu accompagnes souvent des entreprises étrangères qui veulent s'installer en Russie. Et peut-être qu'ils cherchent de leurs compatriotes. Mais ce qu'il faut, c'est que ce compatriote parle russe et connaisse la Russie pour être opérationnel sur la zone. Donc, au préalable, il y a un peu de prise en main de la Russie en tant que pays et marché pour pouvoir postuler et prétendre à un poste en Russie. Il faut parler russe et il faut connaître le pays. Et comme tu as parlé du russe, peut-être on va préciser que pour travailler, il faut avoir un équivalent de B1. Ouais, B1, voire B2. Faut de plus en plus parler russe. Si on compare à il y a 10-12 ans, avant, c'était moins nécessaire de parler russe. Maintenant, ça s'est très russifié, la Russie. Il y a de plus en plus de cadres supérieurs russes. Donc, le management des entreprises est russe. Et de facto, comme il y a majoritairement des Russes dans l'entreprise et qu'il y a de moins en moins d'étrangers, d'expats, effectivement, la langue russe a pris le pouvoir et pris le commandement. Donc, il faut avoir un niveau, moi, je dirais même plutôt B2 pour pouvoir être opérationnel, comprendre, écrire un peu, lire des mails, converser, suivre les discussions, les réunions. Il faut parler russe. De plus en plus, il faut parler russe. Passons à la question suivante. Les possibilités de faire de belles carrières en étant français en Russie. Vaste sujet. Il y en a toujours. Très brièvement. Il y a moins d'offres, plausiblement, pour des gens qui commencent leur carrière, pour des jeunes spécialistes. Il y a beaucoup moins d'offres qu'avant, qu'il y a 10 ans par exemple, parce que ces postes sont pris par des Russes qui parlent français. Et si un Français prétend à ces postes, il faut qu'il parle très bien russe. Après, il y a toujours effectivement des entreprises étrangères qui se développent, et françaises notamment. Il y a toujours des Français qui sont à la direction de grands groupes ici dans le domaine de l'énergie, dans le domaine du luxe, dans le domaine de l'agroalimentaire, etc. Donc il y a toujours des postes intéressants, avec des postes de direction bien payés. Il y a toujours des Français dans les postes financiers dans les entreprises françaises. Il y a toujours des citoyens français pour un tas de postes très techniques et compliqués. Donc, il y a toujours des possibilités quand même de carrière professionnelle intéressante dans une zone intéressante qu'est la Russie. Il y a toujours des possibilités de travailler. Ce que j'ai remarqué, c'est qu'en Russie, en étant jeune, c'est plus facile de gagner plus d'argent. Par exemple, en France, il y a souvent des postes où il faut attendre un certain âge pour les occuper. En Russie, il y a des cadres très très jeunes, ou relativement jeunes. Tout à fait, tu as raison complètement. Il y a plus de jeunisme, on va dire, dans l'entreprise. On peut monter très vite. Il y a aussi plus de femmes qui ont des postes de direction et des postes très importants. On le voit, nous, dans les grands groupes russes, c'est des femmes qui sont DRH, qui sont directrices développement, directrices financières. Donc, il y a beaucoup plus… Cofondatrice d'Atsal.
cofondatrice d'Atsal. Effectivement, il y a beaucoup plus de femmes et surtout, il y a quand même beaucoup plus de jeunes. Et effectivement, il n'y a peut-être pas, comme en Europe et en France, on va dire, il n'y a même pas une espèce de gradation de salaire qui est très très lente avec l'âge, avec les années. C'est beaucoup plus fluide et beaucoup plus rapide. Alors on monte plus et on descend plus vite, mais c'est plus comme ça en Russie, oui. Donc ça, c'est quand même quelque chose d'intéressant quand on est jeune. On sait qu'on n'est pas limité du point de vue financier, on peut gagner plus d'argent plus vite. La question suivante, qui est un peu épineuse. Bonjour Diana, pourquoi, je lis comme c'était écrit, pourquoi d'aucuns disent que le travail au black est presque nécessaire en Russie? Effectivement, il y a une tradition chez certaines entreprises russes, c'est de payer une partie du salaire officiellement et une autre partie en cash. L'idée, c'est quoi? C'est de payer moins de charges sur la partie déclarée et de pouvoir se séparer d'un employé plus facilement en lui disant je te paye plus ta partie au black, je te paye que ta partie officielle, comme elle est toute petite, ça va t'inciter à partir. Donc, c'est plutôt pour une optimisation fiscale que les entreprises faisaient ça et pour des raisons aussi de non-confiance avec leurs employés. C'est pour générer un peu plus de cash. C'est quand même traditionnellement en train de disparaître, ça existe encore, mais globalement, c'est une grande normalisation en cours en Russie. Donc, ça existe encore, mais c'est beaucoup moins fréquent qu'avant. Ça s'est redéveloppé avec la crise, parce qu'évidemment, quand il y a une crise, on tente de serrer la vis, les entreprises tentent de serrer la vis dans tous les sens, mais globalement, sur la longue durée, c'est en train de se réduire, mais ça existe encore. Ce n'est pas nécessaire du tout, contrairement à ce que cette personne dit. C'est plutôt les employeurs qui font ça pour essayer d'économiser un peu de dépenses fiscales en fait, et de moins payer de taxes, c'est tout. Et peut-être aussi pour un peu manipuler l'employé, parce que si l'employé ne travaille pas bien, on lui paye 30% de ce qui était prévu. Là, on n'est pas obligé de lui payer 100% de la somme et donc ça permet d'économiser un peu plus d'argent et de moins dépenser, effectivement. Ouais. C'est pas très fair play. On peut aussi préciser qu'en Russie, quand il y a des offres d'emploi, le plus souvent, c'est la somme après toutes les taxes et tous les impôts qui est affiché. Très juste. Les employés russes, en Russie, en fait, comme en Irlande, l'impôt est payé par l'employeur à la source. Donc, l'argent que reçoit l'employé, c'est net de toute taxe. Et comme en Irlande, c'est vraiment ce qu'il a de net dans la poche. Et effectivement, quand on discute avec un employé d'un salaire, c'est ce salaire net. Même si dans le contrat de travail, c'est le salaire brut ou gross qui est écrit. Donc, c'est le net plus 13% avec l'impôt sur le revenu, en fait. Merci. La question suivante. Est-il facile de monter son entreprise en Russie? Oui, d'un point de vue technique, juridique, c'est très facile, ça ne coûte pas très cher et c'est donc très simple à faire. Bon, il faut être accompagné si on n'est pas parfaitement russophone et qu'on ne connaît pas la zone, mais ça ne coûte pas très cher. Ça coûte, voilà, quand on monte l'équivalent d'une SARL, il faut mettre un capital social de 10 000 roubles minimal, ça fait 120 euros. Et après, il y a des frais juridiques. Il faut compter peut-être 2 000 à 3 000 euros pour ouvrir une entreprise et avoir une entreprise qui tourne. Après, il faut faire un visa de travail pour la personne pour qu'elle s'embauche en tant que directeur général. Donc, ça prend un peu de temps, 3-4 mois. Il faut compter 3-4 mois et 3-4 000 euros pour avoir une SARL qui tourne. La difficulté, c'est pas de la créer, c'est de générer des revenus. Ça, c'est plus compliqué. Est-ce qu'avec un salaire d'infirmière, on peut s'en sortir sur Moscou pour vivre correctement? Et est-ce qu'on peut trouver un travail d'infirmière? Est-ce que ça paye bien? Alors, on peut travailler infirmière en étant étrangère en Russie, mais il faut parler absolument parfaitement russe. Non, infirmière, medsestra en russe, c'est pas très bien payé. Le salaire moyen d'une infirmière sur Moscou, ça doit être, je pense, 50 000 roubles. Donc, ça doit faire 700 euros. Le salaire moyen d'une infirmière en Russie, c'est 35 000 roubles. C'est pas très bien payé. C'est difficile de vivre avec cet argent quand on est étranger à Moscou et en Russie. Je sais par exemple qu'à Moscou, il y a plusieurs cliniques et hôpitaux pour les étrangers où travaillent des étrangers. À mon avis, là, on est assez bien payé, mais il faut être très qualifié pour travailler là-bas. Oui, alors moi je donnais les grilles moyennes Oui, russes. en moyen. Après, dans les cliniques privées, sans doute les salaires sont un peu meilleurs, mais effectivement, de toute évidence, il y a quand même beaucoup de Russes, infirmières russes qui parlent des langues étrangères qui sont déjà embauchées. Et donc l'intérêt d'embaucher une étrangère si elle ne parle pas parfaitement russe, je pense qu'il est limité, parce qu'il y a énormément d'infirmières russes qui parlent déjà anglais ou un peu français peut-être, et qui sont embauchables dans ces cliniques et à qui on peut apprendre une langue. Donc, compliqué. C'est pas, à mon avis, en tant qu'étranger, le travail d'infirmière, c'est pas le travail sur lequel faut imaginer rentrer dans le marché russe. Où il faut être vraiment un spécialiste exceptionnel.
Ouais, rien n'est impossible, mais c'est pas des gros salaires. Les places dans les cliniques privées ou pour étrangers sont chères et elles sont déjà, il y a une file d'attente. Par conséquent, compliqué. Je dirais que cette personne doit bien préparer le tir si elle veut travailler comme infirmière à Moscou. Oui, parce que si les personnes, elles n'ont pas de titre de séjour, je sais En pas, par plus, exemple, lié au mariage ou au voilà. quota, c'est très compliqué de faire venir au niveau financier pour l'employé. Oui, je pense qu'une clinique publique russe ou étrangère va se concentrer sur faire venir une étrangère qui peut bénéficier du droit de travailler. Ça va être principalement quelqu'un de Russie, de l'Union asiatique, ou alors qui bénéficiera d'un set de patent, donc une Ukrainienne, etc., ou une Moldave. Mais pour une ressortissante, on va dire, de l'étranger lointain, donc l'Europe, l'Afrique, l'Asie, etc., l'Amérique du Sud, il faut un permis de travail pour travailler en Russie. Donc, imaginez qu'une clinique publique fasse un permis de travail à un étranger, je suis très perplexe, et une clinique privée peut-être un peu plus, mais encore faut-il voir quelle est la qualification de cette personne et est-ce qu'elle parle russe. Merci Alexandre. Spasiba. Une entreprise russe détenue par un étranger peut-être elle expropriée. Oui, puisque un étranger en Russie, de toute façon, il réside en Russie parce qu'il a un visa. Donc, si pour des raisons, on va dire, je ne sais pas, X, Y, Z, il viole la loi, il ne respecte pas la fin du visa, etc., effectivement, il peut être interdit de séjour et l'entreprise peut donc être soit fermée, soit rachetée, soit récupérée. Donc, de toute façon, enfin, voilà, donc, après, exproprier quelqu'un, c'est-à-dire se faire piquer son entreprise, oui, ça existe, d'ailleurs pas qu'en Russie, mais bon, il faut vraiment être sur quelque chose de très stratégique et de très sensible pour que, on va dire, soit un concurrent déloyal, soit des autorités politiques ou je sais pas, ou juridiques décident d'exproprier l'entreprise d'un étranger. Je ne crois pas qu'il y ait de cas récents de ça en Russie. Et puis, il faudrait vraiment que ce soit quelque chose de très stratégique pour la Russie qui pose un problème national. Donc, techniquement, juridiquement, oui, c'est faisable, mais je ne vois pas pourquoi ça devrait avoir lieu. Oui, il faut vraiment faire quelque chose de très mal. Oui, je pense. Puis bon, c'était plutôt le cas dans les années 90 où on se piquait le business, etc. Maintenant, si on veut piquer votre entreprise, on vous la rachète, tout simplement. C'est Alors, plus tu simple. confirmes que maintenant c'est calme, comme tu connais tous Ouais. les entrepreneurs français en Russie? Oui, oui, non, mais les entrepreneurs français, ils ne sont pas visés par ces choses-là, mais sauf de vraiment être dans des choses très touchy, très sensibles, corrélées à du politique en périphérie, ou des domaines sensibles, etc. Mais non, ça n'arrive plus. C'est plutôt la Russie d'avant et pas trop la Russie d'aujourd'hui. Merci beaucoup, spasiba. Est-ce qu'il est facile de trouver un stage? Je pense que tu as une vidéo exhaustive sur le stage sur ta chaîne YouTube. Ouais, on avait fait une vidéo. Non, c'est pas facile de trouver un stage, sauf si la personne est employée en fait par enfin, est étudiante dans une université russe qui a une autorisation pour pouvoir lui permettre de travailler en tant que stagiaire. Théoriquement, le stage pour les étrangers n'est pas permis. Il est permis que pour certains étrangers qui sont étudiants dans certains établissements autorisés. Donc, si c'est le cas, oui, à ce moment-là, avec cette autorisation, on peut trouver un stage. Alors, depuis 2 ans avec le Covid, c'est quand même plus compliqué, mais on va dire que comme les choses reviennent peu à peu à la normale, on va espérer. Oui, pour trouver un stage, il faut d'abord être en Russie. Une entreprise ne fera pas venir un stagiaire de France. D'accord, mais au cas où, je vais aussi ajouter dans la description de la vidéo ta vidéo exhaustive sur le stage en Russie. La question suivante. Est-ce qu'on peut trouver facilement du travail si on travaille en bibliothèque? Non. Non. Ouais. C'est des petits jobs qui sont occupés par des locaux, par des Russes ou par des gens de l'espace russophone. Et pour un étranger, ça me paraît très compliqué. Je suis d'accord avec toi parce qu'il y a peu d'intérêt d'embaucher Oui. un étranger. Aucun. Ça va forcément coûter plus cher et il se posera toujours le problème du visa en plus, etc., du visa de travail, du permis de travail. Donc, non, je pense que c'est des postes où il n'y a aucune chance d'être embauché et les salaires sont vraiment pas énormes. Sauf si cet étranger habite déjà en Russie, a déjà tous les titres de séjour nécessaires Oui, parle russe couramment et est prêt à et travailler a avec un le petit statut salaire. comme un russe. Voilà, quasiment, exactement. Oui, tout à fait. La question suivante est assez intéressante. Y a-t-il des tribunaux prud'hommes en Russie? Oui, il y a l'équivalent des prud'hommes, ça fonctionne. C'est pas toujours l'employeur qui perd, contrairement à la France.
Donc, et j'ai un cas récent, pas d'entreprise, mais d'un client. Donc, oui, il y a un système de prud'homme et on peut se faire amener au prud'homme en tant qu'employeur, mais on peut aussi traîner son employé au prud'homme. Et globalement, c'est pas toujours l'employeur, en fait qui perd. Et je crois que c'est parce qu'il n'y a pas un système paritaire. Donc, globalement, oui, ça existe. Il y a un système similaire, tout à fait. Спасибо. Le salaire des personnes travaillant la nuit et le dimanche est-il meilleur? Alors, oui. Alors la nuit, oui, il y a une majoration. Je crois que les heures sont payées 20% de plus. Pour le dimanche, non. Parce qu'en fait, à partir du moment où vous êtes censé travailler 5 jours sur 7, les 5 jours peuvent être lundi au vendredi ou peuvent être du mardi au dimanche. Donc, à partir du moment où c'est fixé dans le plan de travail, dans le contrat, les jours sont payés de la même façon parce que voilà, si vous travaillez un dimanche, vous récupérez le lundi. Par contre, si c'est des jours qui sont des jours de fête ou des jours officiels de fête, alors là, effectivement, il y a des majorations sur l'heure. Mais en Russie, comme tout est ouvert le week-end, en fait, le droit du travail permet aux gens de travailler le week-end comme ils travailleraient la semaine. Et là, je fais une petite précision parce qu'à mon travail précédent en Russie, on devait travailler 4 jours sur 4. Et quand les 4 jours, quand on doit travailler, quand ils tombaient sur le week-end, sur le jour férié, il n'y avait pas de majoration. D'accord. C'est-à-dire, ça Même dépend. les jours fériés? Même les des jours fêtes? fériés, je travaillais souvent les jours fériés, Noël, Nouvel An, tous les jours fériés. Non, zéro. Et D'accord. les heures supplémentaires, c'était pas payé. Et c'était pas payé des heures sup? Non, Ouais. on devait fréquemment rester plus longtemps au travail, 2, 3 heures, voire, et c'était jamais payé. Voilà. D'accord. Je clash un peu. Non, c'est C'est bien. employé. C'est ce que je disais tout à l'heure sur les heures sup. Il y a une culture de faire des heures sup et beaucoup d'heures au travail et pas souvent de les payer en Russie. Théoriquement, si c'est des fêtes, on doit être payé plus. Théoriquement, selon le droit du travail. Après, si c'est le week-end, non, ça change rien. Si c'est voilà, ce que tu as dit, c'est du 4-4 ou du 3-3, alors là, ça peut être samedi, dimanche. Il n'y a pas de différence avec le lundi, mardi. Ouais. Et même, je pense que quand c'est comme ça, les horaires comme ça, même les jours fériés, c'est pas payé plus. Parce que c'est Non, considéré comme une journée habituelle de travail. si c'est les jours fériés, ouais. Si c'est des fêtes, c'est censé être payé plus selon le droit du travail. Après, que tout le monde applique le droit du travail, ça, c'est autre Je vais question. même m'adresser à un tribunal de prud'homme en Russie pour Tu demander devrais des tenter. compensations pour les Ce qu'il 4 années de travail. ce qu'il faut bien mesurer, c'est quel était ton employeur. Ok. Ouais. La question suivante, on a déjà abordé, mais on va un peu répéter. Est-ce fréquent de faire des heures supplémentaires? On a déjà Oui. dit que c'était fréquent. Oui, c'est fréquent. Il y a une culture d'heures supplémentaires. Alors, peut-être pas dans les structures, et encore, je vois dans l'éducation, aux écoles, les profs travaillent beaucoup, ils font beaucoup d'heures, ils sont en communication permanente. Je donne un exemple parce que voilà, je vois l'école publique russe, les professeurs font beaucoup d'heures sup, ils sont en communication le soir avec les parents. Donc, oui, il y a quand même une culture d'heures supplémentaires et je crois que la Russie est le 3e ou 4e pays au monde, ce que je disais, dans le classement où les employés passent le plus de temps au travail. Donc, effectivement, ça rejoint ton expérience, c'est qu'en Russie, on travaille beaucoup, on fait beaucoup d'heures. Malheureusement, la productivité est faible et donc les gens passent beaucoup d'heures au travail. Et souvent, c'est pas payé. Et en plus, voilà, si c'est pas forcément payé. Alors, si c'est toujours pareil, si on est dans l'administration, c'est peut-être un peu différent. Quand tu travailles dans le consulting, dans une grosse boîte privée comme ici, comme voilà, le Big Four ou autre, tu sais très bien que les heures sup, c'est la base. Et par conséquent, tu seras pas forcément payé de tes heures sup. Ouais, ça, c'est clair. Mais c'est-à-dire, il n'y a pas une pratique comme en France, par exemple, tu travailles des heures supplémentaires, mais après, tu as plus de jours de repos, de vacances. Tu peux récupérer, mais il y a des régimes spéciaux. Par exemple, là, nous, on a recruté quelqu'un. La personne a un graphique non normé, puisqu'elle est censée être dispo pour les clients sur des amplitudes horaires assez énormes. Et par exemple, l'entreprise lui offre je sais pas, 10 jours de vacances en plus dans l'année. Donc, elle n'a pas 28, mais elle a 38 jours de vacances. Mais c'est quelque chose de spécial qui est prévu dans le contrat. Donc, c'est des régimes particuliers, tu peux les mettre dans le contrat, ça se fait. La tendance lourde des employeurs, évidemment, c'est de faire comme si on ne va pas faire d'heures sup, de faire des heures sup et de ne pas les payer parce que c'est quand même plus simple. Mais il y a quand même des entreprises où on paye les heures sup. Et les heures de nuit ou les heures de récupération, il y a des systèmes. Mais c'est-à-dire qu'il faut négocier tout avant de signer le contrat. Exactement. Et la culture des employés russes, malheureusement, c'est pas négocier, c'est d'y aller. Ça change, mais globalement, c'est ça qui se passe. Ouais. Il faut tout négocier avant.
Après, bon, c'est comme partout, il y a des jobs où tu peux pas faire sans heures sup, quoi. Par exemple, le recrutement. Mais bon, c'est comme ça. Ouais, l'avantage, c'est qu'il n'y a presque pas de chômage, mais en revanche, Il y a peu de chômage officiel. Il y a beaucoup de travail au black. À Moscou, en tout cas, il y a très peu de chômage. Il y a 400 000 offres d'emploi disponibles. Là, 395 000, je crois. C'est une catastrophe. Mais il n'y a pas assez de gens. Mais les salaires sont petits et faibles. Et donc, par conséquent, ça incite pas les gens. Les salaires sont trop petits. Ça incite pas les gens à prendre les postes parce que c'est les petits salaires. C'est le gros problème, en fait. la question suivante. Qu'est-ce qui est apprécié en Russie lors d'un entretien d'embauche? Et je dis, si je ne me trompe pas, tu as une vidéo exhaustive à ce sujet sur ta chaîne. Oui, on a fait une vidéo là-dessus. Ça dépend toujours du type de poste et du type d'employeur. Si c'est un poste lié à du commercial, ben, c'est la capacité orale, l'attitude, la maîtrise de la langue, le savoir-être. Dans le cadre général, pour un étranger, c'est de pouvoir parler russe, sans doute, de savoir, voilà, de montrer qu'il est apte à travailler et vivre en Russie, qu'il n'aura pas froid l'hiver. Etc. Donc, sauf s'il travaille dans le sud du pays où il fait pas froid l'hiver. Voilà, donc ça dépend vraiment du type de poste, ça dépend vraiment du type d'entreprise, mais globalement, c'est comme partout. Culturellement, quand même, les Russes sont un petit peu plus réservés lors des entretiens que les Européens de l'Ouest. Souvent, ils montrent un peu moins, ils sont plus en mode prudent et un petit peu moins, on va dire, expansif. En Europe de l'Ouest, on a une culture de beaucoup parler aux entretiens. Les Russes, faut les faire parler. Ils sont plutôt en mode je parle pas, je me protège. Donc, souvent, quand les Russes embauchent des étrangers qui voient à quel point les étrangers parlent tout le temps, c'est plutôt une surprise pour eux. Donc, il faut savoir pondérer, en fait, en dire suffisamment, mais peut-être pas trop. Et dans la description de cette vidéo, je vais ajouter le lien vers ta vidéo exhaustive sur l'embauche, l'entretien Super. d'embauche. C'était comment séduire? C'était Comment quoi le titre? séduire en entretien, c'est ça. Ouais. L'entretien comme une séduction, peut-être quelque chose comme ça. Oui. Oui, il est Mais très intéressant cette vidéo, regardez-la. Merci. C'était pour les Ce sujet étrangers vous qui veulent intéresse. travailler en Russie. Est-ce que les gens ont un bon salaire en Russie? Non, le gros problème de la Russie, c'est que les salaires sont trop faibles. Le salaire, si on parle de la population moyenne russe, les salaires sont trop faibles. Les salaires sont bas. Donc évidemment, si vous travaillez dans l'IT à Krasnodar, Novosibirsk, Moscou, Saint-Pétersbourg, vous allez avoir un super bon salaire. Globalement, si vous êtes professeur à Moscou maintenant, les salaires ont vraiment augmenté, une prof d'école, etc. Les salaires ont vraiment augmenté. Mais non, en Russie en général, le problème de l'économie, un des problèmes de l'économie russe, c'est que les salaires sont trop bas. Ils sont pas assez incitatifs et ils sont bas parce que pour l'instant, les employeurs dans les grandes villes peuvent jouer sur le fait que les gens des petites villes viennent travailler dans les grandes villes avec des petits salaires et que sinon on peut faire venir des gens des zones plus lointaines, des pays voisins comme l'Ukraine ou l'Asie centrale et que donc on a toujours un levier pour sous-payer les gens. Donc aujourd'hui, ça c'est vraiment quelque chose à prendre en compte quand on est étranger, quand on vient travailler en Russie, c'est savoir combien on va gagner et bien réaliser comment on va vivre avec quel type de salaire. Mais aujourd'hui en salaire, évidemment, si vous êtes un cadre sup français et que vous venez bosser à Moscou, vous allez avoir un bon salaire. Mais on va dire un employé lambda moyen français qui va venir en Russie, il va avoir un salaire plus faible qu'en France. Et évidemment, il aura plus de pouvoir d'achat sur certaines choses, mais il faut bien mesurer comment il va vivre. Donc effectivement, ça dépend uniquement du profil et du type de poste qui va être cherché. Mais globalement, autant les étrangers qui viennent ici vivent plutôt bien, ils ont des bons salaires par rapport aux Russes et ils s'en sortent bien. Je parle des Européens, mais parce qu'ils sont à des postes plutôt de management ou des postes de techniciens supérieurs, etc. Donc là, les salaires restent bons pour les étrangers. Mais globalement, les salaires sont trop faibles en Russie. Pour les Russes, les salaires sont trop bas. Et comme on a parlé un peu des cadres supérieurs, la question suivante. Si quelqu'un veut travailler en français dans l'aéronautique, c'est une question. Est-ce que c'est compliqué pour un étranger de travailler dans l'aéronautique? Tout dépend s'il veut se faire embaucher dans une entreprise étrangère qui travaille dans le secteur aéronautique en Russie ou pas. Mais globalement, pour ce que je vois, il reste dans les entreprises étrangères en Russie des étrangers qui travaillent dans ces entreprises, mais dans les postes vraiment de top management ou des postes, par exemple, de directeur filial, de directeur commercial ou peut-être de directeur financier. Mais globalement, si c'est des postes un peu plus techniques ou de développement, la tendance, c'est plutôt la russification. Donc là, tout dépend du profil. Il faut quand même avoir une appétence Russie, c'est-à-dire pour ce profil-là, quelqu'un qui va devoir montrer qu'il s'intéresse à la Russie pour des raisons particulières. Il faut quand même un peu parler russe.
Voilà, c'est pas n'importe quelle personne qui travaille dans l'aéronautique dans le monde qui peut venir en Russie travailler dans l'aéronautique. Non, je pense qu'il y a peu de postes disponibles aujourd'hui, parce que ça c'est très fortement russifié, et donc tout dépend vraiment des compétences propres de la personne. Et en J'espère ce que qui j'ai répondu. concerne la fiscalité Oui. en Russie. Travailler dans le domaine fiscal? Non, juste Non. la fiscalité. La question était quelle est la fiscalité? Alors, la fiscalité, pour un employé, donc, alors pour un employeur plutôt, quand on donne un salaire à quelqu'un, on doit payer 13% qui sont l'impôt sur le revenu, et ça fait le salaire brut ou gross. Et sur ce Mais maintenant, gross, c'est aussi 15%, c'est 13 et 15? 13. Non, maintenant, pour les employés, c'est toujours 13. Ok. Et après, on paye 30% sur l'ensemble, mais au-delà d'un certain palier, ça passe à 15. Donc, pour un employeur, un employé coûte assez cher. La fiscalité pour un résident, la Russie reste un paradis fiscal, puisque un Russe peut travailler aujourd'hui en Russie avec des barèmes fiscaux libératoires de 4% en samozaniatnos, en self-employed, de 6% en IP. Un patron d'entreprise peut ouvrir une entreprise et payer 6% d'impôts libératoires sur le chiffre d'affaires. Donc, la Russie est clairement aujourd'hui un paradis fiscal. Les impôts sont très bas. Il n'y a pas de taxes sur l'immobilier. Il n'y a pas, voilà, comme en France, on ne paye pas un mois de salaire tous les ans. La Russie est un pays où les charges globales de vie sont assez faibles, malgré le fait qu'il y a du chauffage 9 mois par an. Donc, non, la fiscalité, elle est assez faible, elle est 13% sur les revenus et 15% au-delà de très gros revenus à l'année, mais ça reste très très faible par rapport à l'Europe. La question suivante. Le travail dans le monde de l'art est accessible pour les étrangers? Alors, il y a des artistes étrangers qui opèrent en Russie. Ça dépend ce que veut dire la question. Si c'est de travailler employé dans une galerie d'art, non, c'est un peu comme les bibliothèques. Je pense que c'est des postes où il n'y aura pas trop de place pour les étrangers. Après, il y a oui, le monde de l'art est assez dense en Russie. Il y a des artistes étrangers qui travaillent en Russie. Tout dépend un petit peu de ce que la personne veut dire, de quel type d'art, faire quoi. Est-ce que c'est de la peinture? Est-ce que c'est de la sculpture? C'est difficile de répondre. Je comprends, mais je pense que si quelqu'un est un très bon spécialiste, un très bon créateur, il arrive à se faire démarquer, c'est possible de gagner vraiment beaucoup et jouer sur le fait qu'on est étranger. Oui, c'est absolument pas un problème d'être étranger. Il y a énormément de sculptures faites par des étrangers en Russie, par exemple. Donc, il y a de la. Oui, non, ça, c'est pas un souci. L'art est un domaine très développé en Russie. Et donc, c'est sans doute, par contre, très concurrentiel. Oui, et comme il y a de plus en plus de riches en Russie, comme c'est le pays en développement, il y a des gens qui peuvent acheter. Oui, alors ça, c'est sûr qu'il y a voilà, il y a un pourcentage de population très riche en Russie, beaucoup plus riche qu'en Europe, et qui a une capacité de dépenses réelles financières très importante. Donc, on va dire qu'il y a des gens qui ont énormément de pouvoir d'achat. Donc, effectivement, c'est des potentiels très bons clients pour un artiste. Mais dans de grandes villes. Plutôt dans les grandes villes. Je vais publier un article là-dessus sur les statistiques des gens avec gros salaires en Russie et leur répartition. Et effectivement, ça ne peut marcher qu'à mon sens que dans soit les deux capitales, Moscou, Saint-Pétersbourg, soit dans les 8-10 grosses villes millionnaires. Mais au-delà, sans doute, il y a peu d'espoir. La question suivante, posée par un étudiant. Quelqu'un, si on est étudiant et il vient en Russie, comment il peut travailler pour se nourrir? Vaste projet. Vaste question. C'est très compliqué. Théoriquement, un étudiant étranger, encore une fois, ne peut travailler officiellement, que s'il est étudiant dans un établissement qui a une autorisation spéciale lui permettant d'être employé en tant que stagiaire. Et là, il doit être payé. Mais les stages en Russie ne sont pas bien payés. Enfin, ça c'est payé généralement 15-20 000 roubles un stage. Donc, ça fait 200 €, 180, 200 €. Donc, c'est pas énorme. Après, il peut toujours tenter de travailler au black officiellement, mais c'est pas très bien. Et ça le met surtout dans ça le met dans de grands risques administratifs si les autorités le découvrent. Mais voilà, ça se fait. Il y a des gens qui donnent des cours de langue, il y a des gens qui font des choses comme ça. Oui. Mais voilà. Distribueur de prospectus. Voilà. Ça, dans un resto, serveur, ouais. serveuse.
Oui, alors maintenant, serveur au black, c'est de plus en plus compliqué, je pense. Mais globalement, c'est pas facile de venir travailler en Russie quand on est étudiant étranger. Et donc, ou alors peut-être d'être basé en Russie et de donner des cours ou de faire une activité online à distance, facturée en Europe et donc en devise, ce qui permet d'avoir plus de roubles en Russie. Mais c'est pas facile du tout, c'est très compliqué. Et la dernière question, D'accord. j'espère que je ne sais pas si c'est assez compréhensible. Ouverture d'une filiale, la vente depuis la France vers la Russie et vice-versa. Пожалуйста. Oui. Alors, ouvrir une filiale, c'est très simple. C'est à peu près aussi simple que d'ouvrir une SARL. Il faut juste être accompagné d'un prestataire juridique. Mais c'est très simple. Et de vendre entre la France et la Russie, il n'y a pas de problème. Il suffit que l'entité juridique russe, elle ait un compte, enfin, si j'ai bien compris la question, elle ait un compte en rouble et un compte en devise. Et elle peut parfaitement facturer en devise en dehors de Russie et encaisser des devises sur le territoire russe. Donc, il n'y a aucun problème. Ouvrir une filiale, c'est facile. Si l'entité française, par exemple, existe déjà, ouvrir une filiale russe, c'est assez simple. Et donc, voilà, il n'y a pas de problème, il suffit d'être bien accompagné. Si les personnes sont intéressées par plus d'informations, elles peuvent me contacter, mais voilà, il n'y a pas de problème à ouvrir une entreprise en Russie. Encore une fois, c'est simple. Et en plus, maintenant, avec le visa VKS, qui est le visa pour les spécialistes hautement qualifiés, il y a moyen d'avoir un statut... il y a moyen d'avoir un visa 3 ans, même si on n'est pas résident russe, mais de rester avec un visa opérationnel en tant que DG de la filiale. Donc, c'est très simplifié. Et il n'y a pas un impôt pour les étrangers de 30%? Si, en fait, l'impôt de 13% sur le revenu, donc ça, c'est pour les résidents russes, donc soit les Russes, soit les étrangers qui sont résidents fiscaux en fait, en Russie. Si l'étranger facture en Russie, mais il n'est pas résident fiscal, alors il ne paye pas 13, mais 30%. Mais il y a un projet de loi, je ne sais pas si il est dans un tiroir quelque part, il y a un projet de loi pour faire un statut unifié que même les étrangers en fait, qui ont des visas russes mais qui ne sont pas résidents fiscaux puissent basculer, passer de 30 à 13%. Donc ça, c'est vraiment pour attirer encore plus de capital étranger. Voilà, mais on va voir, ce n'est pas encore voté, peut-être que ce sera voté l'année prochaine. Et pour être résident fiscal, il faut vivre plus de 6 mois oui. En Russie. Il faut avoir un visa de travail, un permis de séjour de 3 ans ou un permis de résidence 5 ans. Donc RVP ou VKS, RVP ou Vinajitelstva, et il faut passer plus de 181 jours en fait sur le territoire de la Fédération de Russie et déclarer en fait aux autorités russes qu'on est résident et déclarer aux autorités de l'autre pays qu'on n'est plus résident. Donc c'est ça, c'est une question de résidence par année calendaire en fait. Merci beaucoup Alexandre. Ben, je t'en prie. C'est tout pour les questions. Est-ce que tu as quelque chose à ajouter ou une conclusion à faire? Oui, alors peut-être rapidement juste le fait qu'il y a quand même beaucoup de potentiel encore en Russie. Bon, là on sort de 2 années un peu compliquées entre le Covid et le Covid, mais globalement les choses se normalisent. Donc de toute façon, les tendances lourdes, c'est que les entreprises ont beaucoup russifié. On a toujours besoin les entreprises françaises ont toujours besoin de capital humain et d'ADN français. Et par conséquent, de Français pour travailler en Russie. Et donc, pour travailler en Russie, il faut de plus en plus parler russe. Donc, c'est vrai ce que tu disais sur le niveau B1 ou B2, il faut vraiment apprendre le russe. Et il n'y a pas que la langue. Il faut aussi être venu en Russie. Il faut aussi s'être, on va dire, voilà, avoir fait le tour du propriétaire. C'est-à-dire qu'il faut être venu en Russie, il faut avoir voyagé, il faut avoir vu des Russes une fois dans sa vie. Il faut être venu voir Moscou, prendre un train, sortir, je sais pas, aller à Astrakhan, Kazan ou ailleurs, et puis être allé voir un petit peu comment ça se passe en province. Donc, il y a la langue et puis aussi la compréhension un peu du pays, ou en tout cas de se faire une pré-idée de ce que c'est réellement la Russie. Par conséquent, moi, j'invite les Français et les gens qui te suivent à faire du russe, avec toi, bien sûr, et à apprendre le russe en général, et puis à venir en Russie dès qu'ils peuvent. Les visas sont ouverts aujourd'hui avec la France. La Russie a entièrement réouvert, maintenant que la France réouvre avec les Russes. Mais aujourd'hui, on peut faire un visa tourisme, business, on peut venir en Russie explorer. Donc, c'est le moment. Merci beaucoup, Alexandra. Merci, Diana. Je rappelle que Alexandre a un site qui s'appelle Atsal sur le recrutement en Russie avec des offres d'emploi. Et Alexandre a aussi une chaîne YouTube d'Atsal. Tout à fait. Exactement. Merci beaucoup, Diana. Спасибо, Alexandre. До свидания.